Bonjour. Dans cette présentation, nous allons nous intéresser à la régulation de la pression artérielle, une leçon qui fait partie du quatrième thème du programme de la quatrième année sciences expérimentales, la neurophysiologie. Au terme de cette présentation, vous serez capable de définir la notion de la pression artérielle et d'expliquer les mécanismes de sa régulation. Commençons tout d'abord par définir la notion de la pression artérielle. Pour ce faire, soit l'observation suivante. Suite à une section accidentelle d'une artère, le sang jaillit. On en déduit que le sang circule dans l'artère sous une pression supérieure à la pression atmosphérique. Quelles sont les valeurs normales de la pression artérielle? Il est possible de mesurer la pression artérielle d'une manière indirecte dans l'artère du bras. Ceci à l'aide d'un tensiomètre qui est constitué d'un brassard gonflable et d'un manomètre qui permet de lire sur l'écran les valeurs de la pression. À l'aide d'un stéthoscope, on écoute les bruits d'écoulement du sang dans l'artère du bras. La méthode est simple et elle comporte les étapes suivantes. Dans une première étape, on gonfle le brassard jusqu'à ce que la compression de l'artère bloque le flux sanguin. Le sang ne passe plus dans l'artère et aucun bruit n'est décelable au stéthoscope. Dans une deuxième étape, on dégonfle progressivement le brassard pour que le sang circule dans l'artère. Lorsque le sang passe de nouveau dans l'artère, on entend au stéthoscope un premier bruit et on lit sur le manomètre une valeur de pression artérielle maximale. Le sang est propulsé par le cœur à forte pression. On continue à dégonfler le brassard jusqu'à ce que le bruit dans l'artère disparaisse. La valeur relevée sur le manomètre est la valeur de pression artérielle minimale. Ainsi, chez une personne saine et au repos, au cours d'un battement cardiaque, la pression artérielle oscille entre deux valeurs normales. Une valeur de pression artérielle maximale, appelée aussi une pression systolique, qui correspond à la pression artérielle pendant la contraction ventriculaire ou systole. Elle est de valeur normale égale 12 à 13 cm de mercure. Et une valeur de pression artérielle minimale, appelée aussi une pression diastolique, qui correspond à la pression artérielle pendant le relâchement général du cœur ou diastole. Elle est égale à 8 cm de mercure. Il faut donc retenir que la pression artérielle est une constante biologique du milieu intérieur. Elle est définie comme étant la pression exercée par le sang sur la paroi des artères et elle dépend de trois facteurs. La fréquence ou rythme cardiaque, la force de résistance exercée par la paroi de l'artère et le volume ou débit sanguin. Malgré qu'elle soit une constante biologique du milieu intérieur, plusieurs facteurs peuvent influencer la pression artérielle. En effet, des mesures de la pression artérielle effectuées chez un sujet sain à différentes situations montrent que celle-ci varie. Par exemple, suite à un effort physique ou un état de stress, la pression artérielle augmente au-delà de la normale. On parle d'une hypertension. Par contre, suite à une hémorragie, la pression artérielle diminue au-dessous de la normale. On parle d'une hypotension. Cependant, des mesures de la pression artérielle effectuées 10 minutes après ces deux anomalies montre qu'elle tend à retrouver sa valeur normale de référence. On en déduit que toute anomalie, quelle que soit hypotension ou hypertension, est suivie d'une régulation qui tend à ramener la pression artérielle à sa valeur normale. En effet, la régulation de la pression artérielle fait intervenir deux mécanismes. Un mécanisme nerveux qui assure un contrôle immédiat de toute variation de la pression artérielle. Il s'agit d'une régulation à court terme de type réflexe.
et un mécanisme hormonal qui n'entre en jeu que si les variations de la pression artérielle se maintiennent pendant un certain temps. On parle dans ce cas d'une régulation à moyen ou à long terme. Dans une première partie de notre présentation, nous allons expliquer la part du mécanisme nerveux dans la régulation de la pression artérielle. En effet, chez les mammifères, le cœur et les vaisseaux sanguins sont innervés par le système neurovégétatif ou autonome, qui comporte les nerfs de Hering et de Sillon, dont les terminaisons dendritiques se trouvent respectivement au niveau des sinus carotidiens et de la crosse aortique, et les terminaisons axoniques au niveau du centre sensitif bulbaire. Les nerfs 10 ou vagues, appelés aussi pneumogastriques, appartenant au système parasympathique qui se détache du centre moteur bulbaire et innerve le cœur, et des nerfs appartenant au système sympathique ou orthosympathique qui se détachent de la moelle épinière, traversent la chaîne ganglionnaire et innervent le cœur et les vaisseaux sanguins. À ce niveau, on se demande quel est le rôle de chaque structure anatomique dans la régulation nerveuse de la pression artérielle. Pour répondre à cette question, on va exploiter les résultats d'expériences d'excitation de fibres nerveuses et de centres nerveux, ainsi que des expériences de section de nerfs. On commence par une première expérience. On isole l'un des sinus carotidiens par des ligatures et on y augmente artificiellement la pression en injectant du liquide physiologique à des pressions croissantes. Et simultanément, on enregistre les messages nerveux au niveau du nerf de Hering. On signale que l'autre nerf de Hering et les deux nerfs de Sillon sont sectionnés. Il en résulte une augmentation de l'activité électrique du nerf de Hering. En effet, la fréquence de potentiel d'action au niveau du nerf de Hering augmente avec l'augmentation de la pression artérielle. On en déduit qu'au niveau du sinus carotidien, il y a conversion du stimulus qui est la variation de la pression artérielle en un signal électrique qui est le potentiel d'action codé en modulation de fréquence. Il s'agit d'une transduction sensorielle. On en conclut qu'au niveau du sinus carotidien, il y a des récepteurs sensoriels sensibles à toute variation de la pression artérielle. Il s'agit de barorécepteurs. Il faut noter que ces barorécepteurs sont localisés aussi au niveau de la crosse aortique. Passons à une deuxième expérience qui consiste à sectionner les deux nerfs de Sillon et les deux nerfs de Hering. Il en résulte une augmentation du rythme cardiaque et une vasoconstriction, c'est-à-dire une diminution du diamètre des artérioles. On en conclut que les nerfs de Hering et de Sillon exercent un effet cardiomodérateur, donc hypotenseur. On enchaîne par une troisième expérience réalisée sur les nerfs de Hering et de Sillon. On va effectuer la section de ces deux nerfs, puis on va simuler leurs bouts centraux et leurs bouts périphériques. On a déjà vu dans l'expérience précédente que la section des nerfs de Hering et de Sillon provoque une augmentation du rythme cardiaque et une vasoconstriction. Maintenant, la stimulation de leurs bouts centraux, c'est-à-dire des bouts du côté des centres nerveux, provoque une diminution du rythme cardiaque et une vasodilatation, c'est-à-dire une augmentation du diamètre des artérioles. Il en résulte une diminution de la pression artérielle. Par contre, la stimulation des bouts périphériques n'a aucun effet. On en conclut que les nerfs de Hering et nerfs de Sillon constituent des voies nerveuses sensitives afférentes, conduisant un message nerveux depuis les récepteurs vers les centres nerveux. On passe à une quatrième expérience réalisée sur les nerfs 10. Dans une première étape, la stimulation du nerf 10 provoque une diminution du rythme cardiaque ainsi qu'une vasodilatation. Il en résulte une diminution de la pression artérielle. Dans une deuxième étape, la section du nerf 10 provoque une augmentation du rythme cardiaque ainsi qu'une vasoconstriction. Il en résulte une augmentation de la pression artérielle. Dans une troisième étape, la stimulation du bout central du nerf 10 sectionné
n'a aucun effet. Par contre, la stimulation du bout périphérique provoque une diminution du rythme cardiaque ainsi qu'une vasodilatation, d'où une diminution de la pression artérielle. On en conclut que les nerfs 10 constituent des voies nerveuses motrices efférentes, c'est-à-dire conduisant un message nerveux depuis les centres nerveux vers les effecteurs moteurs à effet cardiomodérateur, donc hypotenseur. Enchaînons par une cinquième expérience réalisée sur les fibres sympathiques. La stimulation de ces fibres provoque une augmentation du rythme cardiaque ainsi qu'une vasoconstriction. Il en résulte une augmentation de la pression artérielle. Maintenant, la section des fibres sympathiques provoque une diminution du rythme cardiaque ainsi qu'une vasodilatation. Il en résulte une diminution de la pression artérielle. Passons par la suite aux excitations des bouts centraux et périphériques des fibres sympathiques sectionnées. En effet, la stimulation des bouts centraux des fibres sympathiques sectionnées n'a aucun effet. Par contre, la stimulation des bouts périphériques provoque une augmentation du rythme cardiaque ainsi qu'une vasoconstriction. On en conclut que les nerfs sympathiques constituent des voies nerveuses motrices efférentes, c'est-à-dire conduisant un message nerveux depuis les centres nerveux vers les effecteurs moteurs, à effet cardio-accélérateur et vasoconstricteur, donc hypertenseur. On termine par une sixième expérience réalisée sur les centres nerveux. Dans une première étape, une stimulation d'une zone bulbaire d'où naissent les fibres du nerf 10 provoque une diminution du rythme cardiaque ainsi qu'une vasodilatation. Il en résulte une diminution de la pression artérielle. Dans une deuxième étape, la stimulation d'une zone médulaire engendre une augmentation du rythme cardiaque ainsi qu'une vasoconstriction, d'où une augmentation de la pression artérielle. On en conclut donc que le centre bulbaire, d'où naissent les fibres du nerf 10, appelé aussi noyau moteur du 10, est un centre nerveux cardiomodérateur, donc hypotenseur. Par contre, le centre médulaire est un centre nerveux cardio-accélérateur et vasoconstricteur, donc hypertenseur. Ainsi, l'exploitation des résultats des expériences précédentes permet de réaliser un schéma bilan qui résume le rôle de chaque structure anatomique dans la régulation nerveuse de la pression artérielle qui est de type réflexe. En effet, toute stimulation qui consiste en une variation de la pression artérielle est perçue par des récepteurs sensoriels de type barorécepteur localisés au niveau des sinus carotidiens et de la crosse aortique. C'est à ce niveau que s'effectue une transduction sensorielle. La variation de la pression artérielle est convertie en un message nerveux sensitif conduit par des voies nerveuses sensitives qui sont les nerfs de Hering et le nerf de Sillon vers les centres nerveux bulbaires et médulaires. À ce niveau central s'effectue une intégration des messages nerveux sensitifs et un message nerveux moteur est émis par les voies nerveuses motrices vers les effecteurs moteurs. D'une part, par les fibres des nerfs 10 appartenant au système parasympathique vers le cœur, et d'autre part, par les fibres des nerfs sympathiques vers le cœur et les artérioles. Au niveau des effecteurs moteurs, s'effectue la réponse correctrice, qui consiste en un changement de la vasomotricité des artérioles et un changement du rythme cardiaque, ce qui ramène la pression artérielle à sa valeur normale. On s'intéresse par la suite au mode d'action des nerfs cardiaques. Comment ces nerfs exercent-ils leur effet cardio-accélérateur ou cardio-modérateur? Pour répondre à cette question, on va exploiter les résultats d'expériences réalisées par Lowe en 1929, qui a travaillé sur le cœur de grenouille. Il faut tout d'abord signaler que chez les batraciens, et en particulier chez la grenouille, les fibres végétatives sympathiques et parasympathiques sont assemblées dans un seul nerf
appelé le nerf pneumogastrique ou vagosympathique. L'expérience consiste à réaliser une circulation d'un liquide physiologique entre deux cœurs isolés de grenouilles. Le cœur A est innervé par son nerf vagosympathique. Le liquide physiologique circule du cœur A vers le cœur B. Dans un premier temps, la stimulation des fibres parasympathiques du cœur A provoque un ralentissement du cœur A, puis son arrêt en diastole. Ceci est suivi d'un ralentissement moins important du cœur B et après un décalage de temps noté ΔT. On en déduit que le ralentissement du cœur B s'explique par l'arrivée d'une substance chimique appelée médiateur chimique à partir du cœur A. Ce médiateur est libéré dans le cœur A après excitation des fibres parasympathiques. Une partie de ce médiateur est transportée dans le liquide physiologique vers le cœur B. Dans un deuxième temps, on traite une grenouille à l'atropine, poison qui bloque les effets des fibres parasympathiques. Dans ce cas, l'excitation du tronc vagosympathique revient à exciter les fibres orthosympathiques, ce qui entraîne une accélération du rythme cardiaque du cœur A, suivie d'une accélération moins importante du cœur B avec un décalage de temps noté ΔT. On en déduit que l'accélération du cœur B est expliquée aussi par l'arrivée d'un autre médiateur chimique dans le liquide physiologique à partir du cœur A après excitation des fibres sympathiques. Concluons alors quant au mode d'action des nerfs cardiaques. Les nerfs cardiaques végétatifs agissent sur le cœur par l'intermédiaire de médiateurs chimiques appelés aussi neurotransmetteurs, à savoir l'acétylcholine, médiateur du système parasympathique à effet cardiomodérateur, et la noradrénaline, médiateur du système sympathique à effet cardio-accélérateur. Dans la première partie de notre présentation, qui s'intéresse à la régulation nerveuse de la pression artérielle, on a identifié tout d'abord les structures anatomiques intervenant dans cette régulation, le rôle de chaque structure, ainsi que le mode d'action des nerfs cardiaques. On va passer par la suite à expliquer le mécanisme de régulation dans les deux cas d'anomalie, dans le cas d'hypotension et dans le cas d'hypertension. On commence alors par une première expérience qui consiste à réaliser un pincement au-dessus des sinus carotidiens, ce qui crée une hypertension locale à ce niveau. Le schéma suivant explique donc le mécanisme régulateur de l'hypertension. En effet, l'hypertension stimule d'une façon élevée les barorécepteurs sensoriels. Par conséquent, la fréquence de potentiel d'action au niveau des nerfs de Hering et de Sillon augmente. Il s'agit d'un message nerveux sensitif conduit vers le centre sensitif bulbaire et qui active à la fois l'interneurone excitateur et l'interneurone inhibiteur. Ceci provoque d'une part l'excitation du centre cardiomodérateur bulbaire et par conséquent l'augmentation de la fréquence de potentiel d'action au niveau des nerfs 10. Ces derniers libèrent au niveau du cœur par leur extrémité axonique l'acétylcholine qui stimule le ralentissement du rythme cardiaque. D'autre part, le même message nerveux sensitif inhibe le centre vasomoteur bulbaire. Par conséquent, le centre cardio-accélérateur médulaire devient peu actif par la baisse de la fréquence de potentiel d'action descendant. Il en résulte une diminution de l'activité électrique des fibres sympathiques cardiaques et artérielles. Par conséquent, une vasodilatation des artérioles. Ces deux effets, diminution du rythme cardiaque et vasodilatation des artérioles, corrigent l'hypertension par une diminution de la pression artérielle qui retrouve sa valeur normale. On enchaîne par une deuxième expérience qui consiste à réaliser un pincement au-dessous des sinus carotidiens, ce qui crée une hypotension locale à ce niveau. Le schéma suivant explique donc le mécanisme régulateur de l'hypotension.
En effet, dans le cas d'une baisse de la pression artérielle, les barorécepteurs sont moins stimulés, ce qui entraîne la diminution de la fréquence de potentiel d'action parcourant les nerfs dépresseurs, à savoir les nerfs de Hering et les nerfs de Sillon. Par conséquent, l'inhibition du centre vasomoteur par le centre sensitif bulbaire est levée, ce qui active le centre médulaire cardio-accélérateur. Ce dernier envoie des messages nerveux stimulateurs par les fibres sympathiques, d'une part vers le cœur par les fibres sympathiques cardiaques qui libèrent à leur extrémité axonique la noradrénaline qui stimule l'accélération du rythme cardiaque, et d'autre part vers les artérioles, ce qui stimule leur vasoconstriction. Ces deux effets, l'augmentation du rythme cardiaque ainsi que la vasoconstriction, corrigent l'hypotension initiale et ramènent la pression artérielle à sa valeur normale. Au terme de notre première partie, il faut noter que la régulation nerveuse est une régulation à court terme de type réflexe. Elle assure un contrôle immédiat de toute variation de la pression artérielle. Maintenant, si ces variations se maintiennent pendant un certain temps, c'est le système humoral ou hormonal qui prend le relais. Dans notre deuxième partie, on va expliquer donc en quoi consiste la régulation hormonale de la pression artérielle. On commence par expliquer le rôle des médulo-surrénales. En fait, la médulo-surrénale est la partie centrale des glandes surrénales, dont le rôle est de fabriquer des catécholamines, parmi lesquelles l'adrénaline. Le graphe suivant représente l'effet de l'injection d'adrénaline sur la pression artérielle d'un animal. L'analyse du graphe montre qu'avant l'injection d'adrénaline, la pression artérielle maximale est normale. Elle est égale à 120 mm de mercure. Suite à l'injection de l'adrénaline, la pression artérielle augmente. Il faut retenir donc que l'adrénaline, hormone libérée par les médulo-surrénales, agit respectivement sur le cœur et les artérioles en stimulant l'accélération du rythme cardiaque et la vasoconstriction. Par conséquent, une augmentation de la pression artérielle. Il faut noter que l'adrénaline est libérée par les médulo-surrénales sous l'effet du nerf splanchnique, ce qui assure un contrôle rapide de la pression artérielle. Il s'agit d'une régulation à court terme. Passons par la suite à expliquer le rôle de l'hypothalamus. En fait, les terminaisons hypothalamiques libèrent au niveau de la post-hypophyse une hormone appelée ADH, hormone antidiurétique ou vasopressine, qui agit au niveau des reins en stimulant la réabsorption de l'eau. Le graphe suivant représente la variation de la sécrétion d'ADH suite à une hémorragie, c'est-à-dire suite à une hypotension. Avant l'hémorragie, le taux sanguin d'ADH est constant. Il est égal à 2 picogrammes par millilitre. Suite à l'hémorragie, le taux sanguin d'ADH augmente considérablement. Il faut donc retenir que l'ADH, hormone libérée par les terminaisons nerveuses de l'hypothalamus, agit au niveau des reins en stimulant la réabsorption de l'eau, ce qui provoque une augmentation de la pression artérielle. On termine par l'explication du rôle du système rénine-angiotensine dans la régulation hormonale de la pression artérielle. En effet, l'hypotension stimule les reins à produire une enzyme appelée la rénine qui catalyse la transformation d'une protéine sécrétée par le foie, l'angiotensinogène, en une hormone, l'angiotensine. L'angiotensine stimule d'une part la vasoconstriction des artérioles et d'autre part la sécrétion d'une hormone appelée l'aldostérone par les cortico-surrénales. L'aldostérone stimule la rétention de l'eau et la réabsorption du sodium au niveau des reins, par conséquent une augmentation de la volémie. Ces deux effets, l'augmentation de la volémie et la vasoconstriction des artérioles, corrigent l'hypotension initiale par une augmentation de la pression artérielle qui tend à retrouver sa valeur normale.
Il faut noter que le système rénine-angiotensine joue un rôle prépondérant dans la régulation de la pression artérielle à long terme. Après avoir expliqué la part de chaque mécanisme nerveux et hormonal dans la régulation de la pression artérielle, il faut noter que ces deux mécanismes ne sont pas indépendants l'un de l'autre, mais ils interviennent le plus souvent ensemble dans une réponse intégrée. Au terme de notre présentation, je vous appelle à être conscient de l'importance d'une bonne hygiène cardiovasculaire. En effet, la promotion de la santé du cœur et des vaisseaux passe par le renforcement de comportements positifs, regroupés autour de 4 axes. Adopter une bonne alimentation, pratiquer régulièrement une activité physique, éradiquer le tabagisme et toute autre forme de toxicomanie et gérer son stress. Enfin, j'espère que le contenu de notre présentation pourra vous être utile et bon courage à tous.